Bismillahirrahmanirrahim, nous allons voir dans ce cours les complications aiguës et chroniques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. J'ai utilisé exprès le terme complication aiguë pour une pathologie qui est chronique. C'est pour parler des conséquences des événements obstructifs qui surviennent au cours du sommeil. On en a déjà parlé donc dans cette diapo où on voit un événement obstructif, une apnée, donc un arrêt total du flux nasal avec une chute importante, presque totale du flux nasal et qui est accompagnée d'une persistance des efforts thoraciques et abdominaux, ce qui témoigne d'une apnée obstructive. Donc cet événement apnéique va s'accompagner d'un effort thoracique et abdominal qui va se traduire par une opposition de phase au niveau des signaux thoraciques et abdominaux, et lorsqu'il va finir, il va finir par une désaturation, c'est ce qu'on appelle une saturation relative, et avec une reprise ventilatoire qui va s'accompagner d'un ronflement et d'un micro-éveil cérébral qui est responsable de la fragmentation du sommeil. Donc cet événement-là va se répéter avec cette séquence. Et cette séquence, il n'est pas obligatoire qu'on ait tous les événements de la séquence. Parfois, on n'a pas de désaturation, parfois, on n'a pas de micro-éveil, et parfois, on n'a pas de ronflement. Donc, cette séquence événement apnéique et ses conséquences immédiates va se répéter plusieurs fois au cours du sommeil chez le patient qui a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil avec un cercle vicieux qui va se répéter. Les deux conséquences immédiates qui vont avoir des répercussions du fait de leur accumulation à long terme, ce sont les micro-éveils et les désaturations intermittentes. Les micro-éveils, généralement, ça dure quelques secondes, mais ces quelques secondes, leur répétition va entraîner une déstructuration du sommeil. On parle de fragmentation du sommeil, avec une modification de la répartition des différents stades, une forte diminution des stades 3 et 4. Cet engrenage collapsus pharyngé, événement apnéique, micro-éveil, va aboutir à une fragmentation du sommeil avec comme conséquence diurne une privation du sommeil et une dette à récupérer. Cette récupération de la dette va être responsable de la somnolence diurne excessive. L'engrenage collapsus pharyngé avec le micro-éveil. L'engrenage des événements apnéiques était responsable tout d'abord des micro-éveils avec leurs conséquences diurnes qui est la somnolence diurne excessive. Deuxième conséquence immédiate importante des événements apnéiques, c'est la désaturation relative. Cette désaturation relative artérielle en oxygène, qui est intermittente, serait responsable au niveau gazométrique d'une baisse importante de la pression artérielle en oxygène et d'une augmentation transitoire de la PaCO2. Ce caractère transitoire est dû à la régulation centrale et de la réponse ventilatoire à acide hypercapnie transitoire. Aussi bien les micro-éveils que la désaturation intermittente auront des conséquences immédiates sur le système cardiovasculaire. De même que l'événement apnéique lui-même a des conséquences sur ce système. En effet, au cours de l'apnée, les efforts respiratoires vont s'accompagner de baisses cycliques de la pression intrathoracique de manière importante, qui peuvent atteindre 80 mm de mercure, ce qui va entraîner une augmentation de la précharge cardiaque et de la postcharge du ventricule gauche. La reprise ventilatoire va s'accompagner d'une vasoconstriction artérielle sympathique avec une augmentation de la précharge, une augmentation du volume d'éjection cardiaque et donc une augmentation cyclique de la tension artérielle au cours de la nuit, alors qu'habituellement la tension artérielle baisse au cours de la nuit.
Nous avons déjà vu ce tableau qui comprend les principales conséquences physiopathologiques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, dont certains sont à court terme, d'autres sont à long terme. Donc nous allons choisir les principales complications pour les analyser une par une, et certains vont faire l'objet d'un cours spécial. Nous allons commencer par les complications neurologiques. Et tout d'abord, la somnolence diurne excessive. Il y aura un cours spécial pour la somnolence diurne excessive. Et la somnolence, c'est quoi? C'est la survenue d'endormissement involontaire inapproprié. Et c'est le premier symptôme qui doit attirer l'attention chez un patient et chez qui on suspecte un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, en particulier s'il est ronfleur. Il ne s'agit pas de fatigue, il ne s'agit pas de manque d'énergie, quoique ces deux plaintes peuvent prêter confusion avec. Les endormissements dans la journée, ça c'est un élément très important qui va différencier cette somnolence diurne excessive due au SAOS à d'autres somnolences diurnes excessives, c'est le fait que les endormissements n'ont pas de caractère récupérateur. Nous allons commencer par les complications neurologiques. Certaines complications vont survenir dans les suites immédiates des symptômes du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, tout d'abord, la somnolence, c'est un mécanisme, c'est une complication. On a les troubles neuropsychologiques, en particulier les troubles de la mémoire, la baisse de l'attention, le ralentissement psychomoteur, qui ne sont pas en rapport avec la somnolence et qu'on retrouve pratiquement chez tous les patients SAOS qui ne sont pas traités. On incrimine comme mécanisme une détérioration de type sous-cortical qui est caractérisée par une dysfonction cognitive exécutive de type frontal. Et il y aura un ralentissement psychomoteur pour des tâches qui vont nécessiter une programmation dans le temps et l'espace, ou les tâches qui nécessitent une adaptation au changement de consigne, ou lorsque on a besoin de tâches qui nécessitent une habileté constructive. On a noté aussi une modification de la personnalité chez les patients SAOS. Et on a noté que les scores des patients sont très élevés pour les items obsession-compulsion et pour les items de dépression-paranoïa. Le trait dépressif est extrêmement fréquent chez la plupart des patients apnéiques. Il ne s'agit pas d'une vraie dépression, mais d'un état dépressif, et qui va être caractérisé par le manque de motivation, le manque de goût pour les nouveautés et un désintérêt global. La libido est un élément qui est souvent noté dans la consultation du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les arguments en faveur de ces troubles neuropsychologiques liés au SAOS sont discordants et les tests psychométriques montrent une grande dispersion des données. Il n'y a pas de corrélation linéaire avec l'indice d'apnée, des saturations nocturnes, ni avec la fragmentation du sommeil. Et il est actuellement impossible de dire avec certitude si les troubles intellectuels et les modifications de la personnalité sont dues à la fragmentation du sommeil ou à l'hypoxémie nocturne. Il semblerait toutefois que la somnolence soit responsable plutôt du déficit d'attention et de mémoire, alors que l'hypoxémie nocturne serait plutôt responsable du ralentissement des processus exécutifs. Un autre élément, ces troubles ne disparaissent pas toujours avec le traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Une autre complication neurologique qui accompagne le SAOS, ce sont les céphalées. Ces céphalées du syndrome d'apnée obstructive du sommeil sont fréquentes, mais ne sont pas caractéristiques ni par leur intensité, ni par leur localisation, ni par leur durée. Et dans presque 100% des cas de SAOS sévère, il existe des céphalées réveil ou nocturnes. Réciproquement, dans 55% des cas de céphalée nocturne, un trouble de sommeil peut être illustré par la polysomnographie. Quel serait le mécanisme de ces céphalées? On distingue les céphalées matinales et les céphalées nocturnes. Les céphalées matinales sont en général holocrâniennes et constructives. Elles disparaissent vers 11 heures. Elles sont dues aux modifications de la tension artérielle liée aux apnées. Probablement aussi à la vasodilatation cérébrale induite par l'hypoxémie et
a l'effet direct de l'hypoxémie sur le parenchyme cérébral. Elles sont parfois imputées aux mouvements cervicaux importants qui accompagnent la reprise respiratoire en fin d'apnée. Les céphalées nocturnes, les migraines, les algies vasculaires de la face, les douleurs constrictives non spécifiques sont d'autant plus marquées que l'architecture du sommeil est perturbée. Pour la relation SAOS-douleur, la perturbation du sommeil se manifeste par une augmentation de la quantité de sommeil léger, ce qui favorise la sensation de douleur. Les bouffées d'adrénaline qui est sécrétée à la fin de chaque apnée vont diminuer le seuil de la douleur. Réciproquement, la douleur est elle-même source de déstructuration de sommeil, ce qui favorise l'apparition des apnées. Il existe des relations nettes entre la qualité du sommeil et la perception de la douleur. Enfin, on va parler de l'épilepsie. L'épilepsie et le SAOS sont rarement associés. Toutefois, chez un épileptique bien contrôlé, la réapparition des crises, un gain de poids et la notion d'un ronflement vont suggérer l'éventualité d'un SAOS associé. Le sommeil très fragmenté induit une privation chronique du sommeil qui constituerait un facteur de risque pour faire apparaître les crises. Après les complications neurologiques, nous allons parler des troubles hémodynamiques et des complications cardiovasculaires. C'est la complication qui pose le plus de problèmes en termes de mortalité chez le patient syndrome apnée obstructive du sommeil. Plusieurs études chez des sujets apnéiques sélectionnés rétrospectivement au sein de cohortes prospectives suggèrent fortement que le SAOS est associé à une mortalité excessive d'origine essentiellement cardiovasculaire. Les co-auteurs, après analyse de la survie de la population des patients suivis à l'hôpital Henry Ford à Detroit aux États-Unis entre 1978 et 1986, ont rapporté une mortalité plus élevée chez les patients SAOS les plus sévères. La probabilité moyenne de survie à 8 ans était de 96% lorsque l'indice d'apnée initial était inférieur à 20 par heure. Cette probabilité passe à 63% lorsque l'indice dépassait 20. Et on a retrouvé que la mortalité était essentiellement liée à des accidents cardiovasculaires aigus. Aucun des patients traités efficacement par la trachéotomie, qui était le traitement de référence au début, ou par ventilation en pression positive continue après, n'est décédé pendant cette période. Et donc déjà, on a tiré l'attention sur l'importance de la mortalité cardiovasculaire liée au syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Nous allons voir dans un cours séparé ces complications cardiovasculaires liées au SAOS. Mais globalement, le mécanisme commence par une dysfonction endothéliale avec un chémoréflexe qui est mis en jeu par les épisodes d'apnée-hypopnée et qui va s'accompagner d'une activité sympathique augmentée avec une stimulation de la production de la rénine et après de l'angiotensine 2 qui va provoquer une action vasoconstrictrice exagérée chez les patients apnéiques. La production d'antiline, qui est un puissant vasoconstricteur, sera augmentée par l'hypoxie. En plus de l'activité sympathique exagérée qui met en jeu le système rénine-angiotensine, la production d'antiline qui joue un rôle important comme molécule vasoconstrictrice, la leptine aurait un rôle très important en agissant sur les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses des vaisseaux et en provoquant une altération de la distensibilité artérielle. Chez le patient SAOS, on a établi une étroite corrélation entre la leptinémie et l'indice d'apnée-hypopnée. Chez l'obèse, en dehors de tout SAOS, la leptine stimule la synthèse d'endothéline. Chez l'obèse apnéique, il s'instaure donc un vrai cercle vicieux qui aboutit à perturber la fonction endothéliale. La première complication conséquence de cette dysfonction endothéliale, c'est l'hypertension artérielle,
Plus de 50% des patients apnéiques sont hypertendus. Des études épidémiologiques ont établi une relation dose-réponse entre la sévérité d'un SARS et le risque d'apparition d'une HTA 4 ans plus tard. Cette démonstration a été faite dans la population générale en contrôlant tous les facteurs de confusion. Les deux facteurs étiologiques entrant dans les mécanismes de l'apparition de cette hypertension artérielle sont l'hyperxie intermittente et la fragmentation du sommeil liée au micro-EV. Le traitement par ventilation par pression positive continue ne provoque pas systématiquement de baisse franche de la tension artérielle et ne permet même pas dans la grande majorité des cas de réduire le nombre de médicaments antihypertenseurs. L'hypertension artérielle semble comme étant fixée. Deuxième type de complications cardiovasculaires, ce sont les troubles de rythme et en particulier l'arythmie qui survient dans 18% des cas de SARS et elle est en règle uniquement nocturne. La fibrillation auriculaire est très souvent associée au SARS et 49% des patients porteurs d'une fibrillation auriculaire souffrent également d'un SARS. Le mécanisme essentiel de ces troubles de rythme est l'activation des systèmes aussi bien sympathiques que parasympathiques qui va provoquer des extrasystoles auriculaires et ventriculaires. L'intervalle QT s'allonge significativement pendant les apnées pour se raccourcir brutalement lors de la reprise ventilatoire. Ces anomalies de la repolarisation peuvent favoriser la survenue d'arythmies. Mais la mort subite par arythmie est cependant exceptionnelle. La ventilation par pression positive continue supprime les arythmies nocturnes chez la plupart des patients. Troisième complication liée au SARS, c'est l'insuffisance coronarienne. Une association significative entre l'ischémie myocardique et le SARS a été démontrée notamment par l'étude de jumeaux. Il existe également une association significative entre la survenue de longueur et le SARS. Une autre complication cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. La prévalence du SARS chez les patients qui souffrent d'une insuffisance cardiaque grave est de 31%. Dans les insuffisances cardiaques congestives, le syndrome d'apnée du sommeil peut être obstructif ou central. Le SARS de l'insuffisance cardiaque n'offre pas de particularités cliniques et polysomnographiques. Le syndrome d'apnée centrale constitue 30 à 50% des syndromes d'apnée de l'insuffisance cardiaque et prend souvent l'aspect très particulier de ventilation périodique de type Cheyne-Stokes et qui nécessite une prise en charge particulière. Quel est le mécanisme de cette insuffisance cardiaque gauche liée au SARS? La stimulation sympathique exacerbée provoque une augmentation de la post-charge du ventricule gauche et l'accélération de la fréquence cardiaque, ce qui va provoquer une augmentation de la consommation d'oxygène du myocarde. C'est l'équivalent d'une épreuve d'effort. Ce besoin accru en oxygène survient lorsque celui-ci est le moins disponible, en raison bien sûr de l'hypoxémie induite par les apnées. Quel est le rôle du traitement par la ventilation par pression positive continue? Elle va améliorer la fonction cardiaque gauche en supprimant les apnées et l'hypoxie nocturne, tant pour les syndromes d'apnée obstructive que centrale, au prix d'une baisse du routeur veineux et du débit cardiaque. Il en résulterait ainsi une amélioration globale de la tolérance à l'effort. Nous allons passer maintenant à la relation entre le SARS et les accidents vasculaires cérébraux. Environ 7% des patients apnéiques vont présenter des accidents vasculaires cérébraux. Certaines études l'évaluent comme facteur de risque indépendant aux alentours de 2,3. À l'inverse, 70% des patients porteurs d'un infarctus cérébral
souffrent d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil et 30% ont un indice d'apnée de plus de 40 par heure. Quelles sont les preuves en faveur de cette relation entre le SARS et les accidents vasculaires cérébraux? En effet, quelques cas d'accidents ischémiques transitoires ont été guéris par la ventilation en pression positive continue. Mais les IRM cérébrales et les Dopplers cervicaux ne mettent pas en évidence plus de lésions que dans une population du même âge non apnéique. Les perturbations semblent de nature hémodynamique sur un endothélium modifié et sont surtout localisées au niveau sous-cortical. Quel est le mécanisme de survenue des accidents vasculaires cérébraux chez les patients SARS? En effet, en fin de nuit, surtout pendant le sommeil paradoxal, le métabolisme cérébral est augmenté. L'hypoxémie est maximale, les apnées sont très longues et la vasodilatation est maximale, ce qui fait que le cerveau va recevoir un sang désaturé sous basse pression. Cette basse pression va favoriser la thrombose et le bas débit, ce qui va provoquer un infarctus cérébral. Le patient se réveille alors hémiplégique. Nous avons vu les complications neurologiques, les complications cardiovasculaires importantes. Nous allons voir maintenant un peu les perturbations du système génito-urinaire. Et tout d'abord, la pollacurie nocturne, qu'on appelle aussi nectuérie, qui est un symptôme pratiquement constant chez les apnéiques. Et c'est un symptôme fortement suggestif de SARS chez les patients qui ne souffrent pas de troubles prostatiques. Le mécanisme, c'est la sécrétion inappropriée du peptide auriculaire natriurétique secondaire à la dilatation auriculaire droite pendant les apnées. Et elle est responsable d'œdèmes au niveau du visage et des membres inférieurs qui sont fréquents chez les apnéiques sévères. Le traitement par ventilation par pression positive continue fait disparaître immédiatement ces symptômes. L'énurésie, par contre, c'est un symptôme qui est très rare du SARS. Deuxième complication génito-urinaire, c'est l'impuissance sexuelle. Et 20% des patients qui souffrent d'un SARS se plaignent d'impuissance, et probablement plus. 50% des hommes qui consultent pour une impuissance organique souffrent d'un SARS. Et l'association entre les deux est fréquente. 3 mécanismes ont été émis pour expliquer cette impuissance sexuelle. Le sommeil très perturbé va être responsable d'une diminution sélective de la testostérone et de la protéine porteuse des hormones sexuelles, le SHBG. Deuxième mécanisme, l'hypoxie nocturne affecte probablement la production hormonale d'origine hypophysaire. Troisième mécanisme possible, l'obésité extrême. Chez certains patients, cette obésité va entraîner également une baisse du taux de testostérone et de SHBG. D'autres mécanismes sont possibles, en particulier l'existence possible d'une artérite de l'artère dorsale de la verge ou d'une neuropathie diabétique chez les patients diabétiques. Et finalement, la fatigue, la somnolence chronique et l'état dépressif vont contribuer à entretenir l'impuissance qui ne disparaît pas toujours après le traitement par la PPC. Nous avons vu les complications neurologiques, cardiovasculaires et génito-urinaires. Maintenant, on va voir les complications liées au système endocrinien et tout d'abord celles liées aux cycles hormonaux. En effet, le manque de sommeil modifie de nombreux cycles hormonaux liés au rythme V-sommeil. Certaines hormones vont voir leur cycle altéré, en particulier la prolactine, la TSH, le système rénine-angiotensine-aldostérone, l'hormone de croissance, les hormones sexuelles et beaucoup d'autres. La fatigue chronique, les bouffées de chaleur, la pollacurie et la polyurie nocturne sont habituelles
et serait liée à cette perturbation des cycles hormonaux. Les modifications des taux de l'hormone de croissance sont probablement responsables, au moins en partie, de la difficulté à maigrir chez ces patients. Après la perturbation des cycles hormonaux, on a le syndrome métabolique. Le SARS tend à être assimilé à une maladie systémique étroitement liée à l'obésité et aux diverses perturbations biologiques constituant ce qu'on appelle le syndrome métabolique. La prévalence du syndrome métabolique est 9 fois supérieure chez les patients apnéiques que chez des patients obèses non apnéiques. Chez les patients diabétiques non insulinodépendants, la prévalence du SARS est d'environ 18%. Et l'hyperinsulinisme est exacerbé indépendamment de la masse corporelle. La leptine jouerait un rôle important dans l'apparition du syndrome métabolique. En effet, la production de la leptine est proportionnelle à la masse graisseuse et à la taille des adépocytes. Son augmentation serait favorisée par l'hypoxie. La leptine contrôle l'appétit et les dépenses énergétiques et agit comme un signal régulateur de la masse graisseuse par une action sur les récepteurs des noyaux hypothalamiques. L'augmentation de la leptine chez les personnes obèses ne réduit pas leur prise alimentaire, probablement en raison d'une résistance à cette molécule. L'hyperleptinémie diminue après le démarrage de la PPC. La deuxième molécule qui a été étudiée dans le syndrome métabolique et sa relation avec le SARS, c'est la gréline. Cette gréline, qui est une molécule qui augmente l'appétit, est également augmentée dans le SARS proportionnellement à sa sévérité. D'autres hormones du tissu adipeux ont été étudiées comme l'obestatine, l'apéline, l'adiponectine et la résistine. Après le système endocrinien, on va voir le système digestif. Et tout d'abord, le reflux gastro-œsophagien. Les patients SARS se plaignent fréquemment de régurgitation acide nocturne. Les mécanismes impliqués dans cette régurgitation sont les efforts thoraco-abdominaux qui vont provoquer une hernie hiatale fonctionnelle, l'estomac qui est aspiré dans la cavité thoracique, l'hypoxémie nocturne qui va altérer la muqueuse gastrique, ce qui entraîne une hypersécrétion d'acide chlorhydrique, et le traitement par la PPC fait disparaître ces régurgitations dès la première nuit. Après le reflux gastro-œsophagien, la deuxième complication du système digestif lié au SARS, c'est la stéatose hépatique non alcoolique. Cette stéatose hépatique non alcoolique existe chez 10 à 24% des gens dans la population générale et 57 à 74% chez les sujets obèses. Une étude prospective réalisée chez 163 patients consécutifs a démontré que l'existence d'un SARS sévère est un facteur de risque d'élévation des transaminases et de stéatose hépatique indépendamment de l'obésité. Le traitement par PPC est associé à une baisse des transaminases à 1 et à 6 mois. La deuxième complication liée au niveau du système digestif au syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est la stéatose hépatique non alcoolique, qui existe chez 10 à 24% des gens dans la population générale et 57 à 74% chez les sujets obèses. Une étude prospective réalisée chez 163 patients consécutifs a montré l'existence d'un SARS sévère, a démontré que l'existence d'un... D'autres complications possibles liées au SARS, ce sont les complications oculaires, et particulièrement la neuropathie optique d'origine ischémique, et qui va se manifester par un déficit du champ visuel nasal, et dans certains cas du champ visuel paracentral. Elle a été observée chez certains patients apnéiques, et le rapport entre les drusen et le SARS demeure mystérieux.
Certains patients SAOS sévères, porteurs de duricelle du nerf optique, c'est-à-dire les corialins de la membrane de Bruch de la rétine, ont vu leur champ visuel considérablement amélioré sous PPC. Deuxième complication oculaire, c'est le glaucome. Sur 114 patients évalués pour le SAOS, 7,2% étaient atteints de glaucome, en sachant que la prévalence du glaucome dans la population générale est de 2%. Le SAOS est un facteur de risque majeur de développer le glaucome. Quel est le mécanisme? En effet, le SAOS modifie la vascularisation de la papille en altérant son autorégulation ou en réduisant son oxygénation, ce qui serait à l'origine d'une neuropathie optique ischémique. Enfin, le floppy eyelid syndrome, qui doit faire évoquer le SAOS, il s'observe habituellement chez les hommes d'âge moyen et qui associe une conjonctivite papillaire chronique unie ou bilatérale à une hyperlaxité de la paupière supérieure qui est facilement inversée. D'autres complications qui semblent être liées avec le SAOS, mais dont le lien n'est pas très évident. Tout d'abord, des complications ORL. En effet, on a constaté des altérations des audéogrammes et des potentiels évoqués auditifs chez les patients apnéiques. Les résultats sont disparates. Certains ont trouvé des trous auditifs sur l'audéogramme à la fréquence du ronflement. D'autres ont constaté des atteintes endocochléaires. Et pour certains, l'altération des potentiels évoqués auditifs oriente parfois vers une atteinte du tronc cérébral supérieur. Certaines modifications sanguines ont été aussi rapportées avec le SAOS. En effet, l'augmentation du tonus sympathique provoque aussi l'activation plaquettaire. Il existe également une augmentation des taux de fibrinogènes circulants, de l'hématocrite, de la viscosité sanguine et une réduction de la fibrinolyse. Toutes ces modifications sont réversibles sous PPC. Toujours dans le cadre des modifications sanguines chez les apnéiques, il existe une perturbation du système immunitaire. La CRP, l'interleukine 6, les lymphocytes CD4+, et le rapport CD4 sur CD8 sont augmentés. Le mécanisme essentiel de ces modifications du système immunitaire serait la fragmentation du sommeil, le manque de sommeil profond, l'hyperactivité du système nerveux autonome, l'hypoxie nocturne. Une seule nuit de traitement par PPC normalise tous ces paramètres. Diverses autres complications ont été signalées avec le SAOS. Tout d'abord, l'insomnie. Habituellement, le SAOS est associé plutôt à une somnolence diurne excessive qu'à de l'insomnie. Mais chez la personne âgée, par exemple, le SAOS peut se manifester par une insomnie. Les apnées, quel que soit leur type, elles vont fragmenter leur sommeil et provoquer des effets de longue durée. Le diagnostic de SAOS ne s'impose pas d'emblée car il n'existe pas toujours de somnolence diurne dans cette catégorie de population, mais plutôt une fatigue importante et un état dépressif. Autres diverses complications, les vertiges du matin au réveil, c'est un symptôme qui est relativement fréquent chez les apnéiques et souvent il est attribué aux nombreux mouvements cervicaux qu'effectuent les apnéiques lorsqu'ils reprennent leur souffle. Des cervico-brachialgies plus rares ont probablement la même origine. De nombreux patients se plaignent d'acouphènes et dans quelques cas ces acouphènes ont disparu sous PPC. Quelques patients dépourvus de maladies cardiaques ou respiratoires ont déclaré respirer beaucoup mieux pendant la journée depuis qu'ils étaient sous PPC. Le SAOS provoquait chez eux une source de difficulté à respirer profondément pendant la journée.